Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 4 familles sur 5 exercent au moins une fois par semaine une violence éducative dite ordinaire sur ses enfants. Comment les regarder en face, ces violences? Comment regarder aussi les violences extraordinaires? Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que cela dit de notre société? Mais aussi, que faire? On va parler de tout cela avec Ève Simonet, elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On réveille notre culture générale cette semaine sur le thème de l'histoire de l'art. Question du jour, qu'est le peintre? Oui, c'est un indice, qu'est le peintre? Aujourd'hui célèbre, eut pour premier métier celui de trapéziste de cirque. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Béatrice Fontanelle. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Célie Luton. On pousse les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Mantra du jour, 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Célie vous présentera des contes de fées revisités avec une suite. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Ève Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, cofondatrice et présidente de la plateforme On Suzanne et vous venez de mettre en ligne gratuitement sur cette plateforme un documentaire passionnant intitulé Réinventer l'enfance. On va évidemment en parler, mais préalablement, la bande-annonce. Enquête préliminaire, procès-verbal de synthèse. Préambule. Le 23 février 2001, au bureau de notre brigade, se présente... Ça va être compliqué. Exactement. Mais Miette n'en peut plus d'avoir peur. Réinventer l'enfance, c'est sur la plateforme On Suzanne. Ève Simonet, vous présentez d'emblée par un avertissement public, un trigger warning comme on dit en bon français. C'est un sujet dur et de fait on sort gorge serrée dans le meilleur des cas des premières minutes quand on écoute tous ces témoignages de jeunes adultes victimes de violences, notamment mais pas exclusivement sexuelles. Pourquoi c'était important pour vous, j'allais presque dire, nous forcer à écouter ça et de nous en mettre plein au tout début du film? Au début du film, en fait, c'était assez clair pour moi que justement, je voulais pas faire un focus uniquement sur les violences sexuelles et du coup, en fait, faire un petit peu cette énumération de tous les types de violences pour un petit peu annoncer le film et dire on va pas parler que de l'inceste ni que des violences sexuelles, on va parler de toutes les violences faites aux enfants, essayer de les comprendre comme un tout et on va parler de la domination adulte en fait, donc la racine. Donc c'était pour moi un moyen d'orienter un petit peu déjà le sujet du film. En tout cas, ça produit un espèce d'effet de masse et d'ailleurs très vite, juste après, vous donnez les chiffres des violences faites aux enfants qui sont absolument énormes. On ne va pas tous les redonner. Ouais. Quelques-uns peut-être quand même. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, 400 000 enfants par an co-victimes de violences conjugales, 160 000 enfants par an victimes de violences sexuelles et tout ça c'est du déclaratif. Hein, donc, c'est du déclaratif et on parle des violences extraordinaires. Il y a aussi ces fameuses violences éducatives ordinaires, les VEO. 81% des familles... Oui. Disent on en pratique au moins une par semaine. Exactement. Et plus loin, vous expliquez que 60% des familles pensent que c'est une intrusion de l'État dans le privé que de vouloir les interdire. Exactement. C'est ça qui est terrible. C'est terrible et ça révèle en fait vraiment un peu l'idéologie des Français et des Françaises sur ce sujet de l'éducation en fait. Et Marion Querc, qui est une experte dans le film, nous l'explique en fait très justement. En fait, en France, aujourd'hui, on considère encore aujourd'hui que les enfants sont la propriété des parents et donc, du coup, que l'État, que la société n'a pas à venir mettre son nez dedans. Donc, ce chiffre, il était très important pour nous et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le film. Alors, si vous avez eu l'idée de recueillir toutes ces paroles et de faire ce film, c'est en partant de votre propre histoire. Et on a entreaperçu quelque chose dans la bande-annonce et c'est aussi un des fils rouges
de l'ensemble du film. Exactement, oui, ce film, je le porte depuis un moment, depuis 2020, parce que j'ai moi-même été victime de violences sexuelles, mais aussi d'autres types de maltraitance dans mon enfance. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remis en question. Et j'ai très vite compris que ça m'avait constitué, mais mal constitué, on va dire. Donc c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Mais sujet qui vous... qui déferle sur vous au moment où vous attendez vous-même un enfant, c'est ça? Exactement. Ouais, ça a été ça le réactif qui fait que vous êtes souvenu? Exactement, j'ai eu en fait un rappel de mémoire, enfin j'ai fait une amnésie traumatique pendant 20 ans. Donc une amnésie traumatique, c'est tout simplement le cerveau qui va évincer un petit peu les événements traumatisants qui se sont produits. Donc moi dans mon cas de l'inceste, ça veut pas dire qu'on a zéro souvenir pendant 20 ans. Pas du tout. Ça veut dire que le cerveau n'est pas en capacité en fait de traiter vraiment la chose. Donc moi j'ai toujours eu un sentiment, je savais qu'il s'était passé des choses, mais j'étais pas sûre. Et surtout dès que la pensée est arrivée, elle était évincée quoi. Mais elle s'est revenue en force quand j'ai commencé en fait une thérapie à la naissance juste avant la naissance de mon enfant. Et puis des souvenirs traumatiques qui sont arrivés par flash. Et ça porte un nom aussi en fait. Ça s'appelle la transparence psychique. Et c'est le cerveau qui se modifie énormément à l'arrivée d'un enfant, puisque le cerveau se prépare à accueillir un bébé et à devenir maman. Il y a beaucoup de modifications et ça peut entraîner. Et ça recrée des nouvelles connexions. C'est vrai que c'est pas en regardant les vidéos de votre enfance que vous risquiez de vous en souvenir, et il y en a un certain nombre qui passent dans le film, en contrepoint de ce procès-verbal d'enquête qui a été fait sur votre cas quand vous étiez enfant. Et c'est la famille idéale, la famille parfaite, une petite fille qui rigole dans tous les sens. Exactement, et c'est pour ça que c'était important aussi pour moi de mettre ces images et d'avoir cette posture justement où en fait moi adulte je lis ces documents sans dire ce que j'en pense, sans rien du tout, je voulais juste lire les choses telles qu'elles étaient et puis en fait, et mettre ces images là pour montrer, parce que aussi dans ce procès verbal on dira de moi à la fois les policiers et le pédopsychiatre que je suis une petite fille séductrice sans aucune réserve ni inhibition, et je voulais montrer ces images de moi à 6 ans en fait où je suis pas séductrice, je suis une petite fille qui joue. Une fille joyeuse, mais exactement. On voit dans le film des victimes, on voit aussi des professionnels de l'enfance, des militantes et des militants. Il y a aussi des évocations artistiques, de la danse notamment. Et de ce kaléidoscope émerge quand même un certain nombre de motifs récurrents. D'abord le fait que tous ces enfants ont parlé quand ils étaient enfants. Donc c'est pas, on ne savait pas, ça a été dit à un moment donné, et ils comprennent que c'était pas normal quand ils sont enfants. Et pour la plupart, on ne les écoute pas. Alors non seulement on ne les écoute pas, mais on ne les entend pas. Exactement, et c'est Arnaud Gallet à la fin du film qui dit dans 92% des cas, en fait, on dit à un enfant je t'entends mais je ne te protège pas, voire t'es une menteuse ou un menteur. Donc, et c'est le plus dévastateur, dites-vous, le désaveu des entourages. Tu salis ta famille, tu vas détruire la vie d'un tel ou d'une telle. Oui. D'un tel plutôt que d'une telle d'ailleurs. C'était très très important pour moi d'avoir de parler de ça dans le film finalement, parce que quand on parle déjà que donc le sujet est un gros tabou, donc on n'en parle pas beaucoup, mais quand on en parle, c'est souvent sous l'angle de un peu la pitié. Oh la pauvre, il lui est arrivé ça, alors que on l'explique dans le film, finalement si l'enfant avait été cru, protégé et pris en charge, il n'y aurait pas eu tout cet amoncellement derrière en fait de tristesse, de désespoir qui peut suivre dans la construction identitaire, et ça c'est la responsabilité des entourages, comme le dit très justement Axel Dja-Njike, quoi. Surtout que c'est un continuum, ça vous le racontez bien aussi, et donc on peut faire l'hypothèse, on peut avoir l'espoir que si on arrête les choses et qu'on croit l'enfant dès le début, dès le moment où il commence à se dire il y a peut-être un truc bizarre, bon, il n'y a pas la suite, quoi. Les conséquences, d'un mot, de ces violences, elles sont extrêmement nombreuses. Conséquences sur la santé mentale, sur la santé tout court aussi. Elles sont extrêmement nombreuses, et il y a une accumulation dans le film qu'on a fait justement à ce sujet-là, parce qu'il y a les conséquences où on peut se douter, voilà, sur les problèmes de santé mentale, les addictions, etc. Mais finalement, on se rend compte aussi que comme c'est un sujet qui est très peu traité, il y a très peu de recherches en France, on a tendance à parfois ne pas voir aussi quelles conséquences subsidiaires ça peut avoir dans tout simplement l'estime de soi, la confiance en soi, donc derrière sa capacité à créer des relations avec d'autres personnes, ses relations avec la nourriture, ses relations avec autrui, avec soi-même. C'est vraiment très très complexe, quoi. Et ça dure, et ça dure. Réinventer l'enfance, c'est sur Anne-Suzanne F. Simonet, qui a déjà produit une dizaine de films depuis 2022, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi fondé une association, on en parlera, le Club Poussette. On vous retrouve juste après l'Anti-Sèche. Béatrice Fontanelle.
Nouvelle formule de l'Anti-Sèche en 2025, formule révision. Révision de quoi? De notre culture générale. Et depuis le début de la semaine, Histoire de l'art avec le Seuil Jeunesse, c'est une question pour aujourd'hui. Quel peintre aujourd'hui célèbre eut pour premier métier celui de trapéziste de cirque? Béatrice Fontanelle, bonjour. Bonjour. On vous trouve cette semaine à l'occasion de l'apparition de cette formidable petite Histoire de l'art au Seuil Jeunesse. Mais celles et ceux qui ont des enfants ou qui ont été enfants, peut-être pour certains même, vous ont sans doute lu, vous avez publié des dizaines de romans, de documents. Et quand on est adulte, on peut continuer puisque vous publiez aussi bien d'ailleurs pour du roman que du document pour les adultes. Alors je fais exprès, je sais qu'on dit quelle, mais en fait c'est une femme. Quel peintre aujourd'hui célèbre eut pour premier métier celui de trapéziste de cirque? C'est une femme peintre que j'adore, qui s'appelle Suzanne Valadon. Voilà, dont on peut voir l'exposition. Voilà, qui vient d'ouvrir très belle rétrospective à Beaubourg en ce moment. C'est la première grande rétrospective. Il faut vraiment y courir parce qu'on va découvrir une femme vraiment peintre sur le corps des femmes. Et puis son fils était aussi peintre, Maurice Utrillo. Donc c'est vraiment un univers. Revenons quand même à la question de la trapéziste de cirque. Oui. Bon, parce que hier on parlait de Marie Cassatt, qui était très riche, etc. Mais ouais, elle c'est l'inverse. Sa maman est blanchisseuse, je crois, ou lingère, je ne sais plus. Oui, lingère d'ailleurs aussi, travaille un peu comme lingère, repasseuse, et tous les petits boulots qu'on trouve quand on est très jeune et qu'on peut pas aller à l'école. Et donc c'était Montmartre, c'est un endroit où il y avait au pied de Montmartre des petits cirques, où d'ailleurs Picasso s'est beaucoup inspiré. C'est des petits cirques qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Souvent d'ailleurs, Picasso a représenté des arlequins qui sont très maigres. On peut leur compter les côtes. Ils sont vraiment avec des combinaisons trouées. Enfin, très peu de moyens. C'est assez touchant. Et donc, elle était sans doute trapéziste dans un cirque de ce type-là. Sauf qu'elle tombe, voilà, elle se blesse, elle ne peut plus. Elle se blesse. Et donc, comme elle est très très jolie, il y a des photos d'elle. Hein, elle est très très belle. Elle a vraiment un air pas facile d'ailleurs, assez farouche. Elle devient modèle pour les peintres. Et c'est comme ça qu'elle rencontre la peinture. Et elle rencontre, elle observe, parce qu'elle raconte que toute petite, elle passait son temps à Montmartre à dessiner avec un bout de charbon sur les murs. Elle a toujours dessiné depuis qu'elle est toute petite. Et alors évidemment, quand elle a commencé à poser pour les peintres, ils ont été vraiment... beaucoup de grands peintres, Renoir, elle est dans beaucoup de tableaux de Renoir, on la reconnaît quand on voit une très jolie fille qui danse, parfois c'est elle. Puget de Chavannes, etc. Alors elle n'a pas posé pour Degas, mais elle a été montrer son travail à Degas, et qui était quand même qui était assez misogyne et qui avait la dent dure, mais malgré tout qui était très honnête. Et autant, effectivement, Marie Cassatt, avec beaucoup d'humour, il dit « je ne peux pas admettre qu'une femme dessine aussi bien ». Quand la jeune Suzanne Valadon lui a apporté ses dessins, il lui a dit vous êtes des nôtres. Donc pour vraiment un gars qui avait... Pour un misogyne, c'est quand même... Voilà. Bon. Et donc il a quand même fait œuvre utile pour les femmes peintres de son époque. Voilà. Et je trouve qu'elle a un univers graphique et plastique qui est unique et qui ressemble presque à de la peinture expressionniste. Moi, je trouve qu'elle est presque... L'œuvre que vous avez retenue, c'est la joueuse de contrebasse. Voilà, Femme à la contrebasse, 1908. Voilà, c'était la période où il y avait cette mode des femmes musiciennes et des orchestres de femmes. C'est ça. J'avais trouvé un jour aussi une très jolie gravure avec une tromboniste vraiment plantureuse et avec des bras musclés comme une catcheuse et qui jouait du trombone comme ça. Et cette gravure est très amusante. Et c'est vrai que d'ailleurs on voit là, elle est très, elle est solide. Elle est solide. Et d'ailleurs tous les nus de Suzanne Valadon sont très beaux et sont pas du tout faits pour être jolis. C'est souvent des poses, mais un petit peu comme Degas. C'est pas des artistes qui se cherchent le joli. Elle a déjà, moi je trouve, un pied dans l'expressionnisme. Et puis il y a un côté toujours très cerné. Elle est fascinante. Elle est fascinante. Vraiment, allez voir l'exposition. Exposition qui a lieu depuis le 15 janvier et jusqu'au 26 mai au musée d'art moderne à Beaubourg à Paris. C'est de 11h à 21h. Quasiment tous les jours, c'est même jusqu'à 23h les jeudis. Profitez-en parce qu'après ça ferme pour travaux pendant 4 ans, voilà, 4 ans affichés. Voilà. Donc on va dire 4 ans minimum. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Je vous renvoie bien évidemment à cette petite histoire de l'art qui vient de sortir au Seuil Jeunesse et au podcast Promenades imaginaires au musée de l'Orangerie ou au musée d'Orsay. Vous trouvez ça très facilement, j'ai trouvé très facilement en regardant sur un bon moteur de recherche. Grand oral, la suite.
Ève Simonet, dans tout le documentaire Réinventer l'enfance, on se demande un peu à qui la faute. Alors, il y a un coupable qui vient assez vite, c'est la psychanalyse. Et vous diffusez notamment un extrait de vidéo qui m'a scotché. Parce que je savais, j'avais une espèce de vague souvenir d'avoir lu que Françoise Dolto, elle n'était pas blanc-bleu sur certaines choses. Mais là, ce qu'elle dit sur ce plateau de télé, c'est monstrueux. Ah oui, cette archive, redites-le-nous. Elle est choquante. C'est tout simplement Françoise Dolto, en 77, sur un plateau de télé un peu équivalent à ici, qui explique tout simplement que, bon, si les parents ont besoin de taper les enfants, qu'ils les frappent, en fait, voilà, tout simplement, si ils n'arrivent pas à vivre ensemble, et peut-être que l'enfant, finalement, a besoin d'être frappé. Et on retrouve, beaucoup plus récemment, des vidéos de Caroline Goldman, qui dit, face caméra, vous punirez vos enfants qu'elle compare à des moucherons ou à des fourmis rouges. Exactement. Et c'était aussi important pour moi qu'on puisse justement avoir cet extrait qui parle d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, bon, Françoise Dolto, 70, etc., c'est fini, c'est l'ancien temps. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a encore des figures comme ça en France qui prêchent cette parole et qui prêchent vraiment la violence sur les enfants aujourd'hui même. Alors, figure ambiguë et paradoxale, parce qu'en même temps, ce sont des figures, et c'est le cas de Dolto, si on vous posez la question comme ça dans une assemblée, tout le monde vous dira non, elle était pour qu'on écoute les enfants, pour la parole de l'enfant. Elle a justement amené cette révolution-là. Bien sûr, mais c'est aussi ça qui est complexe, c'est que ça s'inscrit en fait aussi dans un contexte générationnel finalement. Elle a fait évidemment des choses, mais derrière, elle a aussi promu des idées qui sont extrêmement problématiques. Et à cette époque-là, la vision de l'enfant était encore plus catastrophique qu'aujourd'hui. Donc c'était juste une question générationnelle. En fait, c'était OK de frapper ses enfants à cette époque-là. Et c'est Gabriel Richard qui en parle dans le film, qui dit en fait, et ça c'est les VEO qu'on peut voir comme un violence éducative ordinaire. Ouais, qu'on peut voir un peu comme un iceberg finalement. Il y a la partie immergée nous on voit, ok, aujourd'hui on n'a plus le droit de taper les enfants, la fessée c'est pas ok, mais par contre punir un enfant c'est ok. Il y a toutes les parties qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas et qui relèvent d'un système que vous qualifiez dans le film de misogyne, de patriarcal, auquel, et je me demande si c'est pas d'ailleurs Gabriel Richard qui le dit aussi, les femmes participent également parce que finalement elles sont prises là-dedans. Alors il y a à la fois le fait qu'on élève souvent comme on a été élevé, d'une part, et d'autre part le fait que c'est un système global et que souvent d'ailleurs les mères s'occupent plus des enfants que les pères, ce qui par ailleurs est un problème pour d'autres raisons, mais voilà. Exactement, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu centrer le film là-dessus, le problème c'est des questions de domination tout simplement. C'est ça. Donc c'est au même titre que les femmes vont pouvoir exercer une domination sur les enfants et les hommes vont pouvoir exercer une domination sur les femmes et sur les enfants, c'est ce système de hiérarchie de pouvoir, en fait, qui est problématique. Avec une approche intersectionnelle dans le film, puisque vous montrez que ça croise d'autres violences. Donc c'est là aussi, vous allez me dire, ça recoupe ce que vous venez de dire à l'instant, c'est un film sur les dominations. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire comprendre, ne pas parler, encore une fois, de l'inceste de manière complètement détachée et dire, OK, ça c'est plus possible. Évidemment que non. Mais on sait très bien que, en fait, si on veut prendre ce mal à la racine, il faut vraiment remonter le plus loin possible et essayer de comprendre, en fait, pourquoi aujourd'hui ce système il perpétue ces violences-là et c'est pas juste un problème de quelques personnes qui ont la volonté de faire du mal aux enfants, pas du tout. C'est un système dans lequel on baigne tous et toutes et c'est ces dominations qui s'entrecroisent donc avec sur des questions de race, de classe, de sexe, de tout en fait. Donc, les violences faites aux enfants, berceau de toutes les dominations. Vous citez là Dorothée Ducy dans le film. Parmi les pistes, parce qu'il y a quand même quelques petites lueur d'espoir. On passe pas mal de temps dans des écoles ou avec une professeure des écoles absolument formidable. L'éducation, mais les enseignantes et les enseignants ne sont pas du tout formés. Aujourd'hui, non, malheureusement. Il y a des initiatives, évidemment, personnelles et il y a des professeurs, des instits, des directeurs, des directrices qui se battent et qui luttent, en fait, pour que ça soit pris en compte, mais sans volonté de l'État, comment faire, finalement? Aujourd'hui, il y a des séances à la vie affective et sexuelle qui sont normalement obligatoires et finalement, elles sont absolument pas prodiguées dans les écoles, voire même il y a des collectifs de parents récalcitrants qui s'opposent finalement à ça en fait. Donc, et qui font pression sur le gouvernement qui, alors bon, pour le moment, qui a plutôt l'intention apparemment avec Elisabeth Borne de remettre l'ouvrage sur le métier et de faire quelque chose, ce qui était moins le cas avec Anne Genetet, qui était très très réticente vis-à-vis de ça. Donc on voit tout le chemin qui reste à accomplir, alors que même que ça a 20 ans de mémoire, hein, le texte qui dit qu'il faudrait faire tout ça. Vous donnez aussi des pistes autour du militantisme et on retrouve une personne qu'on a déjà accueillie
sur ce plateau. Elle était à votre place il y a quelques mois, Claire Bourdi, et le collectif Enfantiste. Oui, tout à fait. Et c'est ça pour moi, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le film. Une des solutions pour moi, c'est à la fois donner les informations aux enfants, aux parents, les soutenir, donc à travers ces séances-là, et à travers aussi le militantisme. En fait, on peut s'engager. La cause des enfants a besoin d'adultes engagés, en fait, parce que tout simplement les enfants ils peuvent pas se mobiliser pour elles et eux, donc si nous-mêmes adultes on va pas s'engager, se mobiliser pour eux, malheureusement rien ne va changer, quoi. La protection de l'enfance également à revoir, la CELIES, Loufoque si je me souviens bien, qui s'exprime beaucoup là-dessus, qui lui-même est un enfant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ASE, de ce qu'on appelait la DAS il y a maintenant assez longtemps, et il décrit des dysfonctionnements terrifiants. Terrifiant. Et Lies, il a passé 18 ans à l'ASE, donc il en connaît... Aide sociale à l'enfance, j'aurais dû le dire. Il connaît très très bien les rouages, et c'est absolument plus qu'inquiétant, quoi. C'est vraiment... comment dire, ça fait des enfants traumatisés, en fait, par manque aussi de budget, par manque de formation, par manque de volonté d'État de faire quelque chose, de recréer une structure, en fait, qui va pouvoir accueillir sereinement et sainement les enfants. Dans l'ASE, c'est très compliqué. Des enfants parfois traumatisés d'ailleurs par d'autres enfants, qui sont aussi nombreux à être autrices et auteurs de violences sexuelles. Ça, c'est pas votre sujet, donc vous n'en avez pas beaucoup parlé dans le film, mais on peut quand même le rappeler parce que c'est une vérité. Un petit mot sur la forme de ce film, qui est absolument saisissant. On le regarde vraiment, c'est très rythmé en même temps. Pourtant, c'est face caméra. Simplement, vous avez choisi à chaque fois des lieux assez protecteurs. On a un peu l'impression d'assister à une discussion dans un salon, les confidences. On va prendre un café chez un copain, une copine, puis à un moment, il vous raconte sa vie. C'était ça que vous recherchiez comme effet ? C'était ça, oui. Je voulais quelque chose de beau. Oui, c'est de beaux envies, je confirme. Parce que le sujet est potentiellement très difficile, voire aussi, il y a des personnes qui vont pas non plus oser le regarder, et ça je l'entends, et donc du coup je voulais aussi inciter à dire c'est un film qui est difficile mais qui est regardable. Donc à la fois par l'esthétique, à la fois on a essayé de mettre des moments de respiration dès qu'il y avait des moments un peu intenses, après laisser une petite pause. Donc oui, c'était une volonté aussi de se sentir proche des expertes et les victimes. Là, je voulais les sortir de leur environnement. Donc pour moi, c'était pas du tout une option en fait qu'on aille tourner chez les victimes. Je voulais pas qu'on voit. Et donc vous avez choisi un appartement. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement, un truc un peu lofté, un studio, ce qui donne une ambiance assez cosy, assez protectrice. Fondatrice, Ève, je le disais, de l'association Le Club Poussette. Vous nous en dites un mot, c'est quoi ? Le Club Poussette, c'est une association de mamans en postpartum, en non-mixité choisie. Donc, sujet auquel vous aviez déjà consacré un film postpartum. Oui, le premier film que j'ai fait, c'était sur ce sujet-là. Et au moment de la sortie, en fait, moi, je me trouvais terriblement seule quand mon fils était tout petit. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on doit quand même être plusieurs dans ce cas-là. Et du coup, j'ai monté cette association pour que les maires de chaque ville localement puissent se regrouper et puissent échanger via un groupe WhatsApp. Et aujourd'hui, c'est plus de 25 000 mamans. Ce qui est absolument hallucinant quand même, bravo. Ça fait beaucoup de monde. Je ne sais pas combien vous êtes pour animer tout ça. Alors moi, j'ai rendu la présidence à la première année parce que j'étais plus en capacité de gérer le développement. Mais les filles, Vanda, etc. font un travail formidable et elles sont beaucoup, c'est que des bénévoles. Elles sont beaucoup et maintenant il fait sa petite vie, le club fait sa petite vie tranquillement. Merci, bravo en tout cas. C'est effectivement un documentaire qui traite d'un sujet difficile, âpre, mais qu'on regarde pour plein de raisons, y compris des raisons formelles. Il y a quelques échappées également avec de la danse. On en a vu un tout petit extrait pendant la bande-annonce. Vous avez filmé où d'ailleurs? C'est à l'Atelier des Lumières, non? Il y en a au moins une des deux, j'ai eu l'impression de reconnaître. Atelier des Lumières et le Point Commun. Voilà, et donc ça fait de très beaux moments qui aident aussi à affronter et à intégrer toute cette parole. Réinventer l'enfance, c'est sur la plateforme On Suzanne et c'est signé Ève Simonet. Ève, vous restez avec nous, vous voulez bien? On est vendredi, on a une petite tradition dans l'émission, c'est qu'on pousse les portes de la librairie de Célie Luton, des livres pour les enfants. Parfait. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Célie, Ève, Célie qui tient la librairie de cette émission, mais aussi la librairie des enfants à Paris dans le 17e arrondissement, et qui nous fait une petite sélection hebdomadaire avec un thème à chaque fois. Et alors là, on a deux thèmes pour le prix d'un. Le premier, c'est les contes de fées réinventés. Oui. Et le deuxième, c'est votre petit slogan. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et ben voilà. Alors, deuxième tome. Oui. Du Chevalier Chouette. Exactement. Et de Petite Oiselle. Oui, alors je vous avais quitté avec notre Chevalier Chouette qui avait toujours eu le rêve de devenir chevalier, mais Chouette, c'est pas le bon gabarit pour être chevalier. Ah ouais. Il a réussi, il est capitaine de la garde de nuit et un matin, il a bien travaillé, il va se coucher, arrive Petite Oiselle, coucou c'est moi, je suis ta nouvelle... Il va me refaire Petite Oiselle. Coucou c'est moi.
Mais c'est comme ça que je l'imagine. Elle est là. Regardez comme elle est... Oh, je suis ta plus grande fan, tu n'auras qu'à m'apprendre. Je suis sûre que je ferai une chevalière chouette du tonnerre. Est-ce qu'il y aura quelque chose à grignoter? C'est criant de vérité. Voilà. Donc chouette est un petit peu plou. Vous faites des lectures dans votre librairie? Pas de organisé. Non, mais oui, il faut le faire de temps en temps comme ça le mérite. Hein. Ah, mais quand je présente un livre... Bon, c'est plein de tendresse, hein, on le voit au dessin. Oui. Mais c'est surtout une plein de délicatesse. Et ouais. Si quelqu'un n'est pas exactement comme vous, ça peut quand même être un bon ami, pour peu qu'on veuille le rencontrer et le connaître. Ah, vous aussi, vous l'adorez? Oui, j'aime beaucoup. À partir de 3 ans. C'est signé Christopher Denis, c'est aux éditions Kaléidoscope, ça vient de sortir. Oui. Génial. Rosen. Rosen, alors ça c'est plus... De Laetitia Danaé. Voilà, on va se... C'est chez J'ai lu. Hop. C'est sorti en 2019. C'est un diptyque. Les deux sont sortis. 1, 2. Oui, je vous emmène aux 1001 nuits, enfin dans l'univers des 1001 nuits, un univers oriental peuplé de tapis volants et de magie. Pas de cliché. Rosen, c'est vraiment une héroïne flamboyante. Elle détonne. Elle veut combattre le système qui asservit son peuple depuis des siècles. Elle a un pouvoir qu'elle a toujours réfréné. Elle ne peut pas l'utiliser. Ce serait un danger. Il est coupé grâce à un tatouage. Et pour maintenir la paix, enfin la paix tout doux quand même, hein, elle accepte de rencontrer des princes avec ses sœurs. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà, exactement. Donc, est-ce que pour maintenir la paix, on va se marier avec les princes ennemis? On va faire ça. Bon, non, on va plutôt... En 2025, on se calme. Hein. Exactement. Vous êtes d'accord? On va plutôt se défendre. Et ce sont des héroïnes que j'ai envie de présenter aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux lecteurs, parce que c'est du young adulte, hein, mais à partir de 13 ans, je le conseille sans réserve. Young adulte. Oui. Ouais, le young adulte, attention, hein. 13 ans alors. Oui, 13 ans, il y a... Very young adult. Oui, mais very intelligent. Very intelligent. Voilà. Laetitia Danaé, Rosen, livre 1, livre 2, c'est chez J'ai lu, ça vient de sortir. Et on termine avec Beware the Villainess. Dans la collection Coda d'Albin Michel. Oui, alors pareil. 1, 2. Sur Webtoon, c'est 123 chapitres, 2 tomes. Et c'est drôle, c'est drôle. C'est une jeune fille qui meurt trop de stress pendant les examens. Elle est réincarnée en tant qu'héroïne. Elle meurt parce qu'elle est stressée des Oui, examens. bah, ça arrive, hein. Super. Oui, mais après, je vous ai dit que c'était très drôle. Oui, ben voilà, comme ça, un peu mieux même. Rigolez. Pardon. Et donc, elle est réincarnée dans la peau de Mélissa Peau-de-Bras, qui est l'héroïne de son roman préféré. Malheureusement, 4 prétendants, moyen. Elle va tous... Ah, il y a encore des histoires de prétendants et tout ça. Elle va tout faire pour les envoyer bouler. On dirait c'est des contes de fées. Mais elle n'en a pas 3, elle en a 4 là. Et alors, c'est pas, contrairement aux apparences, parce que quand on ouvre comme ça au hasard, moi j'ai ouvert et j'ai dit à Céline, mais ceci est un manga. Elle m'a dit, mais non. Mais non, toujours pas, c'est un manhwa. C'est un manga coréen en quadrilles qui se lit de gauche à droite. Ah bah, vous auriez eu aussi fin que moi. Non, c'est pas vrai. Et donc, il faut dire que les prétendants... égoïstes, égoïstes, non mais ils sont pas sympas, quoi. C'est ça l'histoire aussi. Leur écrire, oui, voilà. vraiment se débarrasser, ça ne fonctionne pas. Et dans le 2, elle est déterminée à vraiment prendre le large, quitte à demander de l'aide à celui dont on n'imaginerait pas, un loup-garou. Ah oui, non mais je vous ai dit que c'était original aussi. Wow. Et c'est très beau également. C'est très beau comme dessin. Et alors vraiment, il y a du texte, parce que j'entends beaucoup de parents dire non, pas de bande dessinée, hein, des vrais livres. Alors, je suis désolée, ça a des pages, ça a des mots, ça a des couleurs. il y a quand même quelque chose. Oui, le texte n'est pas rédigé, mais c'est autre chose. Et on rappelle que ça fait fonctionner également l'imagination. Non, mais aussi les neurones, puisque l'image en tant que telle raconte des choses et que... Et différemment du texte. C'est pour ça qu'on ne le fait pas trop tôt. Et on le fait à partir de quel âge? Moi, je dirais fin collège quand même. En même temps, on peut dire tout ça alors. Oui. Exact, oui, génial. Parce que là, la maturité de notre héroïne, c'est une étudiante, donc je me dis, début collège, à part l'histoire d'amour rigolote, ils vont pas saisir l'entièreté du personnage. D'accord. Formidable. Oui. Rosen, Chevalier Chouette, Beware the Villainess et Mélissa. Merci beaucoup. Peau-de-Bras. Merci beaucoup, Célie, pour cette sélection. Merci, Ève, également, d'avoir partagé cette émission avec nous. Vous pouvez vous précipiter sur la plateforme On Suzanne. C'est gratuit, je précise. Oui. Voilà, Inventer l'enfance, le film est en ligne. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation. Dylan qui est en régie aujourd'hui, avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, on se retrouve nous sur Internet et sur les réseaux sociaux.